Bonjour tout le monde. Alors on va s'y mettre, il est 13h00. Encore moi, désolé pour ceux qui ont suivi ce matin les formations sur le marketing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Michael Spinerny. J'ai été danseur 8 ans avec Cas Public, retraité maintenant. J'accompagne des compagnies en diffusion et en communication numérique. Alors, les pratiques exemplaires en développement de public. Vous le savez, il y a une évolution de la consommation du produit culturel et les diffuseurs redoublent d'efforts pour développer des nouveaux publics. On est allé de l'autre côté de l'océan et on est allé chercher de nombreux exemples chez nos amis français, anglais, allemands. Un petit peu quand même de local, juste pour le plaisir. Et on va donc vous lister de multiples exemples pour développer votre public. J'ai la chance d'être accompagné de 2 merveilleuses panélistes que je vais vous présenter. Au moins. Minimum. Alors, on commence avec Irina Kirchberg, qui est docteure en musicologie de l'Université Paris-Sorbonne et postdoctorante en sociologie de la musique. Elle a mené de 2015 à 2017 une vaste enquête sur les publics des concerts symphoniques en musique de jeux vidéo. Elle est actuellement chargée de cours en médiation de la musique à l'Université de Montréal. Quand même. De notre côté, Fanny Auberti est responsable de la diffusion et du développement au Carrousel, compagnie de théâtre, depuis 2015. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion des industries culturelles à Bordeaux, elle a travaillé pour la scène nationale d'Albi en France. Elle a également travaillé pour l'Écoute Théâtre, la Rencontre Théâtre Ado, la Maison Théâtre, l'Illusion Théâtre et Voltage Création Théâtrale au Québec. Alors, c'est moi qui ai l'honneur de commencer. Je vous préviens tout de suite, ça va être un marathon. On m'a juste accordé 8 minutes pour vous présenter 16 exemples. Donc ça va aller extrêmement vite. Accrochez votre cul, comme on dit au Québec. Si jamais vous avez des questions, je suis là toute la semaine, donc ça va me faire plaisir de répondre à ces questions-là. Alors on commence, en France notamment, séduire l'estomac de votre spectateur. C'est une façon de développer son public. Et ça, la scène nationale de la Garance l'a bien compris. Au moment d'acheter son billet de spectacle, le spectateur peut réserver directement un repas. Et ce qui est intéressant, c'est que le repas va être servi avant la représentation. Automatiquement, c'est organisé et ça permet vraiment un moment convivial avant la représentation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est intégré donc à la plateforme de billetterie du diffuseur. On continue du côté de l'estomac, en Alsace. Ils viennent de découvrir les food trucks, mais il y a quelque chose quand même de très intéressant, c'est que le menu du food truck est en lien avec le spectacle. C'est ainsi, avant de voir Roméo et Juliette, vous allez pouvoir déguster une bonne tomate, basilic, prosciutto et tout le kit. Là, on ne sait pas trop c'est quoi le spectacle pour ça, mais vous imaginez le menu. Du côté des Anglais, là, c'est plus l'alcool qui est important. Et au cas du Sadler Wells, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout un système a été mis en place pour réserver l'alcool avant la représentation, pendant la représentation et après la représentation. Via une application ou via le site web de ce grand diffuseur, ce principal diffuseur en danse, on peut donc réserver notre alcool qui va être servi directement sur la table. On a une table assignée via l'application et on peut récupérer notre verre sans même le payer de manière réelle. Une chose quand même importante à souligner, c'est que 50% des revenus sont reversés directement pour la création. Il faut donc boire pour la bonne cause. Une petite exception, je trouvais l'idée beaucoup trop bonne du côté de la Rotonde à Québec, qui propose un accord et corps. Donc, c'est ainsi que le vin servi avant la représentation va être en lien avec le spectacle. Avant Marguerite, peut-être quelque chose de très rond, de très romantique, puis peut-être un vin plus sec pour Dave Saint-Pierre. Nouvelle catégorie. Faciliter la vie de vos spectateurs. Alors, on retourne à la Garance qui, après avoir donc réservé votre menu, vous pouvez également organiser le covoiturage. Les spectateurs peuvent ainsi libérer des places dans leur voiture ou prendre des places. C'est super pratique et ça permet vraiment un moment convivial pour échanger et rencontrer d'autres spectateurs avant une représentation. On retourne en Alsace. Et là, c'est le fun parce qu'ils proposent un service de garde. Je sais que
Au Québec, certains diffuseurs le font aussi, mais c'est important de rappeler cette bonne idée. Un service de garde en lien avec le spectacle. C'est ainsi que les enfants vont être gardés par des vrais spécialistes qui vont échanger autour de la thématique, faire du bricolage, etc. Quand les parents vont voir une grande tragédie. Et quand ils rentrent à la maison, ils peuvent échanger à quel point la mort, c'est triste. En Allemagne, c'est formidable, on a un service de chat. Et là, je lui ai demandé si le spectacle était bon. Il ne comprenait pas trop en français, mais c'est pas trop grave. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est que toute la billetterie se fait via un chat. On discute avec un chargé de clientèle et ça rend l'expérience un petit peu plus humaine, un peu plus ludique pour le spectateur. Et c'est intéressant de poser. Je suis allé quand même plus loin que juste lui demander si le spectacle était bon. Et il y avait beaucoup de réponses, c'était très très pertinent. On peut aussi souligner au CNA où maintenant c'est un service vocal qui permet de faire la réservation, une espèce de Siri plus ou moins capricieux. C'est des choses à explorer. En Alsace, une autre façon de développer son public, c'est d'inviter un chargé de clientèle chez vous. Une espèce de réunion Tupperware pour découvrir la saison d'une scène nationale. Alors, il faut inviter minimum 5 copines ou 5 copains au choix. Et vous avez automatiquement 1 à 3 spectacles qui est offert lorsque vous organisez cette réunion-là. Et les copines ont le droit à 20%. C'est quand même assez intéressant. Puis ça rend l'expérience fun. Je vais très vite, je vous avais prévenu, il m'en reste 7. Alors, des spectacles pour tous, ça c'est une réflexion que de plus en plus de Français mènent. On n'est plus nécessairement vers des saisons qui sont jeune public, grand public, on va vers des saisons qui sont tout public. Alors il y a la scène conventionnée de Troyes qui propose notamment, alors on le voit mal, mais en haut à droite, à gauche, tous les spectacles sont mentionnés à partir de. Donc il n'y a plus de saison jeunesse. Tous les spectacles, celui-là est proposé à partir d'un âge X que je n'arrive pas à lire. 15 ans, puis on en a d'autres. Toute la saison est vraiment adaptée à partir de 3 ans, à partir de 10 ans, à partir de 18 ans. Ça permet d'étaler les publics et d'élargir les propositions. Encore une fois, à la Garance, cette fois-ci, eux, ils ne font plus de représentations scolaires, ils font des représentations en après-midi. Et la subtilité, c'est qu'ils mélangent les clientèles. C'est ainsi que les maternelles, les collégiens, les lycéens, les retraités, tout le monde qui a envie de voir un spectacle en après-midi peut acheter un spectacle. Et l'effet est super intéressant parce que les clientèles se rencontrent et finalement, il y a comme une autorégulation des différentes catégories d'âge parce que chaque âge veut paraître bien. Donc les retraités, pour une fois, sont calmes, les enfants ne s'endorment pas, c'est super. En Alsace, pour les représentations scolaires, parce qu'ils ont conservé cette idée-là, les enfants, si avec leur billet, ils peuvent revenir le soir gratuitement et amener leurs parents avec un rabais. Et c'est quand même une formule assez intéressante. On parle en général de 30 à 40 adultes qui reviennent le soir avec leurs enfants. Les enfants sont heureux d'amener leurs parents voir le spectacle. C'est une façon de remplir les salles de manière assez efficace. Je continue dans mon run. L'opéra à Londres se rendait compte que sa clientèle vieillissait et que sa clientèle aussi était extrêmement attachée aux grands classiques, mais n'arrivait pas nécessairement à migrer vers la danse contemporaine. Une façon qu'ils ont trouvé de développer le public et de l'éduquer vers les formes plus contemporaines, c'est de proposer des combos. Donc c'est ainsi que vous allez voir un espèce de casse-noisette avec le tutu, le sourire figé, puis tout le reste. Et une version contemporaine en parallèle. Ça permet vraiment de développer l'audience et d'éduquer doucement votre public. Donc peut-être des formules complémentaires peuvent être très intéressantes pour développer. Une autre façon, c'est d'impliquer vos spectateurs. Et ça, en Alsace, ils ont impliqué les spectateurs au niveau de la promotion. C'est ainsi que chaque spectateur, pour chaque spectacle, tient une pancarte qui est l'affiche du spectacle et c'est devenu la brochure de la saison de ce programmateur-là. C'est ce qu'il y a de super intéressant, c'est que les spectateurs s'attachent à leur spectacle qui a été commis ou distribué au hasard et ils amènent leurs amis voir leur spectacle qu'ils tiennent pendant un an dans la brochure. Aller plus loin avec les spectateurs, l'idée peut-être d'un parcours. En Alsace, ils proposent un chemin où les jeunes assistent à la création pendant 1 an. Tous les mercredis, les jeunes viennent visiter les ateliers d'une compagnie de ballet, découvrent la création, participent à la création d'un spectacle et ça permet, c'est de la médiation. On en fait aussi, mais sur une année, ça permet vraiment de développer et de créer un sentiment d'appartenance très fort pour ces clientèles-là.
On va skipper. Il me reste 1 minute. Un parcours aussi, les spectateurs, quand ils vont voir une représentation, et 1 mois plus tard, les spectateurs vont passer pendant 3 jours avec les artistes, le vendredi, samedi, dimanche, où ils vont recréer le spectacle à leur manière. C'est ainsi que les artistes vont enseigner la chorégraphie, etc., les costumes, la scénographie, tout va être là. Et le dimanche soir, les spectateurs présentent leur version allégée de l'œuvre qu'ils ont appris en 48 heures. Donc c'est aussi une façon d'impliquer les spectateurs de manière tout à fait différente. J'ai fini. Bravo. Prochaine run. Oui, bonjour. Hop là. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je vais vous présenter 2 pratiques plus spécifiquement liées au concert, donc à la musique. La première concerne la façon de faire venir un nouveau public dans vos salles, ce gros problème d'acquisition de nouveaux spectateurs. Et la seconde vise plutôt à l'accueil et à la rétention de ce nouveau public, puisque les enquêtes en sociologie montrent qu'il n'y a que 8% des personnes qui viennent pour la première fois dans une salle de concert qui vont réitérer l'expérience. Donc, comment retenir ces nouveaux arrivants dans les salles de concert? Donc le premier exemple est consacré au concert symphonique de musique de jeux vidéo. Alors je clique là. C'est une pratique qui s'est développée au Japon en premier lieu, mais qui essaime un petit peu partout. Donc, il y a eu des concerts à Londres avec le London Symphonic Orchestra, il y a eu un week-end à la Philharmonie de Paris l'année dernière. Ici, au Québec, il y a une dizaine de concerts qui ont eu lieu depuis 2-3 ans. Et le principe est le suivant, donc faire jouer à un orchestre symphonique un répertoire issu de la musique de jeux vidéo, avec des formats qui vont du plus classique tout à fait à gauche au plus rock à droite, avec des effets de lumière, de la neige qui tombe du plafond, etc. Donc un premier point à noter dans cette pratique, c'est que le dispositif habituel du concert est complètement aménagé pour l'univers du jeu vidéo, avec par exemple un hall d'entrée de salle de concert qui est adapté pour favoriser l'entre-soi entre les joueurs, avec une référence constante à l'imaginaire qui va rassembler donc ces joueurs pour l'occasion dans ce concert. Ici, on voit des stands disponibles avec du pixel art, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut le détour, des gens qui proposent des mangas, etc. Et ça va même encore plus loin, puisque parfois, il y a comme pour le concert de l'orchestre de jeux vidéo qui est ici à Montréal, une zone qui est aménagée pour que les joueurs puissent jouer en attendant que le concert débute. Et c'est un effet, les publics signifient que c'est vraiment quelque chose d'important pour eux de pouvoir vivre donc cet entre-soi avant le concert, qui leur permet aussi, comme vous allez le voir, de venir telles qu'elles sont au concert, donc déguisées en cosplay, ce qui fait que le public qui a dans ces salles est complètement différent, mais vraiment complètement différent de celui qu'on peut avoir quand on est musicien classique sur scène habituellement. Une deuxième chose qui est aussi beaucoup pensée dans ces concerts, c'est la participation du public. Je disais que le dispositif habituel est modelé. Et bien ici, dans tous ces concerts-là, il y a un temps où les spectateurs peuvent être vraiment actifs pendant le concert, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer en étant accompagnés par l'orchestre, par exemple, avec des dispositifs qui sont mis en place pour rendre cela possible. Ici, on voit par exemple une course de Mario où 4 spectateurs ont pu aller jouer une course alors que l'orchestre les accompagnait en direct, et ça a mis une ambiance phénoménale dans la salle. Ce lien qui est créé entre la salle et la scène est vraiment aussi très important pour les publics qui disent je me sens plus proche des artisans sur scène. C'est un extrait d'entretien avec une personne que j'ai rencontrée à l'issue d'un de ces concerts. Ce qui fait que les organismes mettent toujours en place des moments d'échange avec la salle sur la base d'anecdotes, avec des choses assez amusantes. Vous voyez que là, c'est manifestement quelque chose de très drôle qui a été dit quelques instants avant. Alors tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on recrute vraiment des nouveaux publics? J'ai réalisé, comme tu le disais tout à l'heure, une enquête pendant plusieurs années sur ces publics-là, en faisant passer 1300 entretiens en France, 1300 questionnaires en France et au Canada auprès de ces publics. J'ai réalisé des entretiens avec eux, je corresponds avec eux depuis 2-3 ans, donc je vois ce à quoi ça mène. Et le premier point qui est très important à noter, c'est en termes d'âge. C'est vraiment du développement de public, puisqu'on a 90% du public qui est dans ces salles de concert habituellement habité par des spectateurs de concerts symphoniques. 90% du public a entre 18 et 34 ans. On voit que les 25-29 ans sont les plus présents dans ces concerts-là et que l'âge moyen du public est de 28 ans. Alors ça vous semble peut-être pas très étonnant, mais les enquêtes sur les publics de la musique classique actuellement montrent que la moyenne d'âge du public est de 61 ans. Donc on a quand même plus de 30 ans d'écart entre le public habituel et le public que l'on a dans ces jeux-là. Voilà une petite diapositive qui vous permet de comparer ça assez rapidement.
Un deuxième effet de l'arrivée du jeu vidéo dans ces salles de concert, c'est la masculinisation des spectateurs. On a près de 63% d'hommes pour 37% de femmes, et même dans certains concerts, plus de 7 hommes pour 3 femmes dans la salle de concert. Qu'est-ce qui est important dans cette dans ce truc? Voilà. C'est dur à dire. Il n'y a pas de photo. Parce que pour moi, masculinisation, c'est du vide. Non, pardon. Ce qui est intéressant, c'est même Non, mais c'était une grosse blague, mais qui n'était pas blague. Ce qui est important, c'est que les hommes sont des acteurs pour l'achat des billets. Et quand on parle en sociologie de la féminisation des pratiques, on explique que oui, il y a plus de femmes dans les salles de concert et qui ont des pratiques culturelles, mais c'est surtout quels sont le moteur des sorties culturelles. Là, on a des hommes qui vont visiter les sites, qui vont voir la programmation d'une salle, juste parce qu'il y avait un concert de jeux vidéo, ça les rend curieux sur ce qui se passait dans cette salle-là. Donc c'est cette modification de l'entrée dans la salle qui est différente. Alors, je discutais avec une programmatrice qui me disait « Mais oui, mais moi, les gens qui ont 20 ans, ça ne m'intéresse pas, c'est trop loin de ma clientèle, je vise des gens de 50 ans avec du cash. » Alors, la question, c'est ça, est-ce qu'ils ont du cash, ces petits jeunes? Je trouvais ça assez terrible comme réflexion, mais je l'entends. Donc, une partie de mon questionnaire visait à savoir ça, et on constate que 37,4% du public a consacré plus de $500 à l'univers du jeu vidéo pendant l'année, et on a même une personne sur 6, donc 15% de la clientèle qui débloque plus de $1000 par an pour assouvir sa passion pour le jeu vidéo. Ce qui fait que ça m'amène à un deuxième point. Est-ce que le prix de ces places de concert est différent du prix d'un concert habituel? Pourquoi ça passe pas? Vous voyez ce qui a marqué. En fait, c'est le prix moyen d'une place est de $68, donc c'est pas si éloigné du prix d'une place de concert habituelle, avec des places les moins chères qui sont à $10 pour les enfants par exemple, et ça peut monter jusqu'à $146. Une place VIP, il faudrait rajouter $100 de plus, donc c'est quand même assez conséquent. On voit que ces jeunes ont de quoi se consacrer à leur passion. Puis vous pourrez aussi regarder cette diapositive un petit peu plus tard si vous le voulez. Ce qui est important à noter, vraiment, c'est que ce sont des nouveaux entrants dans ces salles de concert. Lors d'un questionnaire que j'ai passé justement quand l'orchestre de jeux vidéo jouait à la Maison Symphonique, donc il y avait 2200 personnes, mais il y avait 73% du public qui n'avait jamais mis les pieds dans la Maison Symphonique. C'est quand même assez fou de se rendre compte que voilà, c'est briser toutes les barrières qui font « je n'ai pas ma place dans la Maison Symphonique ». Là, juste en utilisant le jeu vidéo, les gens ont fait ce pas supplémentaire et c'est assez fou. Ça, c'était mon premier point donc, sur faire rentrer de nouvelles personnes dans les salles. Mais comme je le disais, une fois qu'elles sont rentrées, est-ce qu'elles reviendront? Et j'ai un deuxième exemple qui est assez amusant et que j'ai appelé speed dating musical. C'est une activité qui a été mise en place par l'orchestre Insula Orchestra, qui est assez novateur dans la façon de faire de la médiation de la musique en France. Donc le graphisme et le nom de cette action est directement issu d'un site de rencontre en France, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Adopte un mec. Voilà, donc c'est les femmes qui peuvent choisir les gars qui les intéressent, puis les mettre dans leur panier. Et voilà. Donc on voit que le graphisme est directement inspiré de ça. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils vont déployer cette stratégie sur d'autres formats, je vais vous en parler après. L'idée, c'est de permettre aux spectateurs, sans rien imposer, de rencontrer un musicologue durant les périodes pré, post et entr'acte du concert. Pas d'obligation d'aller les rencontrer. Alors, vous pouvez aller rencontrer donc, des musiciens qui sont appelés polygames. On reste dans la métaphore du site de rencontre. Et le principe, donc, c'est que chaque musicologue a un petit programme qui spécifie ce dont il va être question. Donc, chacun aborde, d'un point de vue un peu décalé, subjectif, sa vision du programme qui va être proposé pendant le concert. Et il est matérialisé, on dit où il sera, à quel moment il sera là dans l'espace. Donc, vous pouvez le trouver à l'escalier B, dans telle salle. Et les gens viennent les consulter s'ils ont envie. Et ce qui est vraiment le bénéfice de ça, c'est de ne pas imposer une présentation à l'ensemble des spectateurs, de ne pas culpabiliser ceux qui ne vont pas venir à l'activité pré-concert et qui vont se sentir mal parce que « oh, j'ai pas fait l'effort de me documenter sur ce qui va se passer », de pouvoir répondre aux interrogations sans présumer des centres d'intérêt, puisque quand on fait une conférence pré-concert, on donne une thématique, mais c'est peut-être pas ce qui va intéresser les spectateurs qui sont là. Alors là, ils peuvent aller piocher un petit peu tout ce qui les intéresse. Donc c'est vraiment les points positifs de tout ça, et les résultats sont vraiment bons quand on s'entretient avec ces gens-là qui disent qu'ils créent un
lien un peu particulier avec ce lieu. Ils s'attachent aux musicologues qui sont en face d'eux et c'est vraiment un plus. Ils sont prêts à revenir dans cet espace qu'ils ont apprivoisé parce qu'ils se sont aussi baladés au sein des étages et qui sont faits de cette salle de concert un lieu où ils se sentent bien. Voilà. Merci. Alors bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Alors moi quand Caroline m'a dit voilà je voudrais que comme le Carrousel voyage beaucoup à l'international, je voudrais que tu nous parles de ce que tu as vu, est-ce que il y a une pratique particulière qui te vient à l'esprit maintenant au téléphone ? Je venais de décrocher, j'ai dit écoute oui, en France il y a énormément de propositions en fait qui utilisent la philosophie pour les enfants. La philosophie, ça fait peur comme mot quand on le dit. Ça fait peur aussi en France, mais on dirait que c'est beaucoup plus déployé. Puis, je vais vous montrer quelques exemples, en fait, qui sont très rapides, mais qui vont vous montrer comment, finalement, il y a plein de façons d'utiliser la philosophie pour les enfants. Donc, si on commence avec la ville de Nanterre, en fait... à Nanterre, ils proposent vraiment toutes sortes d'activités autour des spectacles, et notamment des goûters philosophiques. Donc, avant le spectacle ou après, dépendamment, on se retrouve dans le hall et on utilise les thématiques du spectacle pour se poser des questions fondamentales. Ça peut faire... En fait, on peut faire venir un philosophe pour le faire, mais ça peut être aussi des comédiens qui ont suivi une formation à l'avance. Je vous montrerai... Là, c'est un spectacle qui s'appelle « Je brasse de l'air », mais c'est pour... En fait, ce qui est important sur cette slide-là, c'est vraiment l'histoire du goûter philosophique, parce que si on regarde juste après, on a le salon philo des minots. Donc, c'est vraiment encore un autre déploiement possible de comment aborder la philosophie avec les enfants. Alors là, c'est lié à un spectacle. C'est donc une compagnie directement qui propose cette activité-là. Et le spectacle en lui-même aborde des questions existentielles pour les enfants. Donc, ça tombait sous le sens pour eux de faire cette activité-là. Mais ça a été repris. La minoterie, en fait, a décidé de garder ce salon philo et d'essayer de le diffuser le plus possible pour ouvrir des espaces de dialogue. Moi, c'est vraiment ça qui m'est revenu. La compagnie L'Artifice à Dijon aussi travaille avec un philosophe pour enfants qui s'appelle Gilles Labelle autour de certains de ces spectacles. Mais là, je vous nomme Michédrat parce qu'ils ont demandé aux philosophes en fait, de créer une boîte à outils à usage des enseignants, à usage des parents, dans l'idée de toujours ouvrir les questions pour les enfants, leur permettre de se positionner, de discuter entre eux, de débattre. C'est quelque chose qui est très présent. Puis, on revient avec un atelier goûter philo-magie. Fait que là, c'est 4 exemples que je vous ai pris parce que je les connaissais. Mais avant de faire cette présentation, j'ai écrit à plusieurs personnes en France. Puis, j'ai une feuille complète d'exemples, finalement, différents. Invitations de philosophes, goûter, qu'est-ce que je peux vous nommer? Des cycles de 3 ans, sur 3 ans, pour explorer la philosophie au sens large. Donc, c'est vraiment toutes sortes d'activités qui peuvent être déployées. Alors, j'en viens avec un côté plus concret. Nous, ça nous a beaucoup frappé. En fait, ça nous intéressait comme exploration. Et on a décidé, avec un spectacle qui s'appelle « 3 petites sœurs », qui est notamment sur le thème de la mort, de déployer cette stratégie-là, en fait, pour approcher des enfants puis leur ouvrir cette porte-là. Donc, on vous parle de quelque chose qu'on a essayé à Terrebonne, notamment, qu'on va aller faire à Sherbrooke puis qu'on a fait en France, parce que l'objectif pour ces ateliers, nous, on appelle ça des causeries philo. Chacun, il donne ce qu'il veut. Mais c'est vraiment d'amener les enfants à penser par eux-mêmes. C'est pas de venir dans leur classe, leur parler du spectacle, leur dire, ben voilà, tu vas entendre parler de ça, voici ce que tu vas voir dans la pièce. Pas du tout. On ouvre les portes, on essaie de leur faire se poser des questions. Le point suivant, c'est le fait d'acquérir confiance en soi. Plus tu réfléchis par toi-même, plus on te dit que tu es capable de penser, en fait, plus tu vas y croire et plus tu vas pouvoir mieux te comprendre, mieux comprendre l'autre de fait même. Je vous parle aussi de développer l'empathie, la coopération, la tolérance pour la différence. C'est des sujets sensibles dans les écoles et je pense que c'est un bon moyen d'explorer tout ça. Et puis, la responsabilité en tant que citoyen et qu'être humain, en fait, finalement, c'est vraiment les faire réfléchir. Fait que ces ateliers philosophiques-là, on commence toujours en disant « Qu'est-ce que c'est la philosophie? Je ne vous le dirai pas. » Ce serait bien trop compliqué à conceptualiser. Donc, il y a 2 sortes de questions dans la vie. Les questions fermées. Quel âge tu as? J'ai 8 ans. Parfait.
tu as répondu à mes questions, et les questions ouvertes qui ne peuvent pas être répondues par un oui ou par un non, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être heureux. Là, quand tu poses cette question à une classe-là, il y a 24 mains qui se lèvent avec 24 réponses différentes. Donc, c'est de comprendre le concept de question ouverte pour se dire, finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, évidemment, mais c'est surtout essayer de voir plus loin que ce qu'on va vous montrer demain au spectacle. Donc, on part avec cette description-là et on part avec des photos. Je vous en montre quelques exemples. L'idée, c'est vraiment que les photos n'ont pas forcément rapport direct avec le spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez Diane Arbus, mais avec des photos de photographes contemporains, avec des tableaux. Là, on a Courbet, juste après, ça va être Van Gogh. Avec cette photo-là, j'ai eu des questions d'enfants aussi larges que « Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui l'attend quelque part? Est-ce que tu penses qu'il est mort ou est-ce que tu penses qu'il rêve? Est-ce que c'est possible qu'il y ait la guerre dans son pays? Pourquoi il y aurait la guerre? » Vous me direz, ça ne parle pas du tout de mon spectacle. Mais quand on regarde le tableau, parce qu'on écrit beaucoup, à la fin de l'heure qu'on passe ensemble, on dirait que j'ai parlé de mon spectacle. Parce qu'en posant des questions philosophiques, finalement, on pose des questions à débat, on pose des questions sur des thématiques pas forcément évidentes. Et ça permet aux enfants, non pas de parler du spectacle qu'ils vont venir voir, mais d'ouvrir sur des questions qui pourront se poser après avoir vu le spectacle. Donc, ça permet, quelque part, de faire des liens et de permettre à l'enseignant aussi, une fois qu'il est en classe, de continuer à se poser les questions, finalement, qu'on essaie de susciter avec le spectacle. Puis, on termine cet atelier en disant, ben voilà, ça fait 1 heure qu'on se parle. On a posé, parce que je leur demande de se mettre en groupe notamment, on a posé 8 questions, mettons, mais on a réussi à en parler pendant 1 heure. Tu vas voir demain un spectacle qui dure 1 heure. Imagine-toi le nombre de questions que tu pourrais te poser. Donc, on est un peu avec cette idée-là. Van Gogh, voilà. Et moi, j'ai été beaucoup plus vite que les autres, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ben, il y a des résultats, il y a des possibilités d'ouvrir des portes, il y a des possibilités de parler des sujets difficiles ou exigeants sans pour autant dévoiler tout le spectacle qu'on va aller voir ou mettre l'accent nécessairement sur ce spectacle-là. Alors moi aussi, j'avais une pratique exemplaire que je voulais ressouligner avec vous. Je pense que tout le monde la connaît, mais je pense que pour finir notre panel ce matin, on va nommer le diplôme supérieur qui est donné en fait par Munispec à Mont-Laurier. C'est une pratique exemplaire, puis je pense que c'était vraiment important de le souligner, parce que oui, on vient vous parler de ce qu'on a vu au-delà des tournées, etc., mais il y a des choses extraordinaires qui se font ici. Puis c'est ça, on voulait terminer là-dessus. Merci. Merci tout le monde. Alors, merci Fanny, merci Irina. Il nous reste 3 minutes. Si vous avez des questions, je sais qu'on vous a jeté beaucoup d'idées en très peu de temps, mais si vous voulez approfondir juste une idée ou une question, ça peut être maintenant pour les 3 minutes qui nous restent, ou sinon on est là toute la semaine et ça va nous faire plaisir de vous présenter les choses un peu plus longuement. Tout va bien? Ah, oui. Formidable. Quel est le taux de réponse de la part du personnel enseignant, des responsables qui animent les rencontres philosophiques? Quelle est leur aisance ou leur capacité à animer ces rencontres-là? En fait, ce ne sont pas les enseignants qui animent les rencontres. Nous, l'essai qu'on a fait, c'est avec des comédiens du spectacle qui ont suivi une formation. Ceci dit, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que ça pourrait être de faire venir... il y a à l'Université Laval à Québec, il y a tout un secteur de philosophie pour enfants. Ça peut être faire venir quelqu'un qui vient d'un autre milieu, c'est pas forcément faire venir un comédien. Maintenant, les enseignants sont plutôt, je pense, enthousiastes à l'idée qu'on vienne dans leur classe pour faire cette activité-là. C'est sûr que ça a un coût. Et on ne pourra pas se mentir, faire venir du monde en classe, ça a toujours un coût. Ceci dit, les enseignants sont toujours contents qu'on puisse les aider à ouvrir, encore une fois, les portes et à entamer le dialogue avec les enfants, je pense. Formidable. Ben, merci tout le monde et en route vers la prochaine activité.